Jeudi 1er septembre 2022, bonjour à toutes et à tous, voici pour vous le sommaire. Le partenariat entre le Bénin et l'UNESCO se porte très bien. C'est la déclaration faite par le chef de l'État Patrice Talon après son audience avec les responsables de l'institution hier à Paris. Il a évoqué quelques résultats de cette relation dans le secteur de l'éducation et de la culture. Ils sont 638 candidats à démarrer les années nationales de licence ce jeudi 1er septembre. Après 3 années universitaires, ces candidats plongent pour le compte de la première vague. Le monde entier a célébré ce 31 août la Journée mondiale du blog, une initiative qui depuis 2005 est destinée à promouvoir cette nouvelle forme de communication. Nous nous sommes rapprochés de quelques blogueurs pour découvrir le métier. Voilà pour le sommet. Merci de nous recevoir. Le partenariat entre le Bénin et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO est au beau fixe. C'est l'affirmation faite par le président Patrice Talon à sa sortie d'audience avec la directrice générale de l'UNESCO. C'était le mardi 30 août 2022 à Paris. Suivez un extrait des propos du chef de l'État. Le partenariat entre l'UNESCO et le Bénin se porte très bien. Je ne sais pas si ce mot convient, parce que c'est beaucoup plus que ça. L'UNESCO nous a accompagnés ces derniers temps dans la définition de notre programme culturel, notamment mémoriel, sur le retour des restitutions des biens, avec beaucoup d'efficacité. Vous savez, en 2018, j'ai été ici même, sur le plateau qu'a organisé l'UNESCO. C'était vraiment une occasion pendant laquelle le Bénin a pu exprimer sa vision dans ces mots, ce que nous attendons des autorités françaises dans la restitution. Cela a porté et tout le monde connaît la suite. Au-delà de ça, sur tous nos programmes éducatifs, nous avons un bon programme qui est en cours avec l'UNESCO et les équipes travaillent d'arrache-pied de manière satisfaisante. Sur le programme du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Bénin, l'UNESCO est à notre côté techniquement, structurellement, et depuis, les échanges ont été assez loin dans le montage du dossier, sur la situation technique et sur les éléments techniques même de ce musée. Je viens d'apprendre que les derniers visas vont bientôt arriver, de sorte que nous puissions, in fine, lancer ce programme-là. Et ce sera pour notre mérite commun. J'ai hâte que cela soit visible pour la gloire de l'UNESCO comme partenaire essentiel du Bénin dans ce domaine. Le passage de Patrice Talon en France a été également l'occasion pour nos confrères du journal Le Figaro d'inviter le chef de l'État à se prononcer sur certains nombres de questions. Il s'agit entre autres des questions liées à la menace terroriste en Afrique, son mode de gouvernance, de même que les impacts de la restitution des trésors royaux par la France au Bénin. Les réponses et avis du chef de l'État à ces différentes thématiques dans ce commentaire signé Stélia Padone. Terrorisme en Afrique constitue le défi majeur, aussi bien des chefs d'État que des personnes épris de paix. Patrice Talon ne doute pas de la capacité de l'Afrique à venir à bout de ce phénomène qui a fait parler de lui ces derniers mois au Bénin. À la question de savoir si le golfe de Guinée est armé pour répondre à ce problème sécuritaire, le chef de l'État répond en ces termes, je cite, « Nous avons réussi à éliminer la piraterie des eaux béninoises. Quant au terrorisme islamiste, à notre frontière nord, nous mettons en place une dynamique sous-régionale à travers l'initiative d'Accra. Elle a vocation à fédérer les stratégies de lutte contre le terrorisme dans cette bande au sud du Burkina Faso. Nous sommes capables de maîtriser la situation. » Fin de citation. Le chef de l'État, pour finir, a affirmé que le Bénin devient l'oasis de l'Afrique de l'Ouest. Lors du passage du président Emmanuel Macron au Bénin, le président Patrice Talon a sollicité l'accompagnement militaire de la France.
À nos confrères de Figaro, Patrice Talon a tenu à clarifier que la France est un partenaire fiable et important, mais elle ne sera pas le partenaire privilégié dans la défense de l'État béninois. Le mode de gouvernance de Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, n'a pas été occulté. À la question de savoir s'il doit être traité d'autoritaire, accusé d'avoir musé l'opposition après être venu démocratiquement au pouvoir, l'ancien roi du coton laisse entendre, je cite, « La démocratie au Bénin a été longtemps une façade qui permet au pouvoir de passer de main en main, sans ambition ni programme de développement. Il faut préserver le modèle démocratique sans le mettre au service des jouisseurs et des voyous. Je fais ce constat et j'engage des réformes structurelles à tous les niveaux, avec une lutte implacable contre la corruption. » En peu de temps, le pays a changé et les résultats sont visibles. Cela requiert de la poigne. Une fois encore, Patrice Talon est revenu sur les réelles raisons qui l'ont motivé à limiter le droit de grève au Bénin. Il avoue que c'est un sujet difficile à la compréhension de l'expression démocratique des pays sous-développés. Ce que vos ancêtres ont fait en France pour rendre votre pays aussi riche, c'est travailler dur. C'est ce que les Béninois doivent faire maintenant. Et ils ont commencé. C'est avec cette phrase que le président Patrice Talon a refermé ce chapitre. Le sujet relatif à la restitution des 26 trésors royaux était également au cœur des échanges. Selon Patrice Talon, cet acte a établi un nouvel ordre relationnel entre anciennes colonies et anciens occupants. Les restitutions ne doivent pas concerner toutes les œuvres anciennes, mais seulement celles qui ont une valeur historique et mémorielle forte. Venez à Cotonou, vous verrez quels égards on réserve à ces œuvres restituées. Invite de Patrice Talon aux journalistes français. Quant aux investisseurs de la France, le chef de l'État a recommandé la destination Bénin. Démarrage ce jeudi de la phase écrite de l'examen de licence nationale 2022. Plusieurs candidats de différentes filières planchent pour le compte de la première vague. C'était au CEG Saint-Rita. Suivez le compte rendu. Afin de reconnaître les diplômes des universités publiques au Bénin, le gouvernement a instauré depuis quelques années l'examen de la licence nationale, ce qui permet d'évaluer les compétences des étudiants en fin de formation. Présent au lancement officiel des examens de cette année, le directeur général de l'enseignement supérieur fait le point. Alors, sur le plan national, les statistiques sont les suivantes. Le nombre de filières pour l'année 2002 est de 60. Le nombre de candidats sur le plan national est de 6795 et l'indice de parité femmes-hommes est de 0,92. Le mode d'organisation ou les conditions d'organisation ont été améliorées. Alors par rapport aux épreuves, les référentiels ont été bien définis, ce qui fait que les épreuves proposées cadrent parfaitement avec ce qui se donne et ce qui doit s'enseigner au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, nous parlons tous d'une même voix et cela ne fait que renforcer, disons, la qualité de l'enseignement et la qualité de l'évaluation de nos apprenants. Par la même occasion, le directeur du Collège d'enseignement général de Saint-Rita liste les différentes filières à l'ordre du jour et donne le nombre total de candidats inscrits dans ce premier lot. Aujourd'hui, dans le littoral, au CEG Saint-Rita, nous avions 5 filières qui passent. Il y a l'agronomie, il y a bâtiment et travaux publics, géomètre et topographe, hôtellerie, restauration, tourisme et loisirs. Autrement dit, c'est le groupe 1 des examens de la licence. Donc au total pour le groupe 1, il y a 638 candidats, dont 222 filles réparties en 33 salles.
Le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue ces différentes réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine de l'éducation et pense que cette initiative profite plus aux apprenants. Le gouvernement est sur la bonne piste, la bonne trajectoire. Les examens tels que vous l'avez suivi, au départ, il avait un peu de soucis pour les acteurs et c'est progressivement, comme eux-mêmes l'ont reconnu, qu'ils ont vu que le gouvernement a entamé une réforme pour aller à la qualité de l'enseignement. Et c'est une réforme qui va pour la performance de l'enseignement d'abord dans les différentes écoles, mais aussi qui va à l'avantage des apprenants où toutes les écoles aujourd'hui savent qu'ils seront sanctionnés par un examen à la fin et ils doivent mettre beaucoup plus de sérieux pour avoir de bons résultats et pouvoir rester à garder le cap. Démarré ce jeudi 1er septembre 2022, la phase écrite des examens de licence nationale va prendre fin le 17 septembre 2022. Remise officielle des clés d'un nouveau bâtiment réalisé au profit du Collège d'enseignement général d'Arhozon. C'était ce 31 août 2022 en présence des donateurs et du représentant du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Reportage Ruth Ronjo, Estelle Vichuedo. Un rêve qui se traduit en réalité à travers cet acte. Monsieur le directeur, voici les clés. Désormais, vous avez à charge ces bâtiments. Veuillez en faire un très bon usage comme vous l'avez promis. Né en octobre 2020, mais souffrant du manque d'infrastructures et de mobilier scolaire, le CEGI Arhozon dans le département de l'Atlantique vient d'être doté de ce bâtiment flambant neuf. Cette infrastructure contribuera à l'amélioration des conditions de travail des élèves de ce collège. À la manière de l'autre, qui disait que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, je dirais que celui qui contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage des apprenants a construit la nation. Composée d'un module de 4 salles de cours et de magasins, cette infrastructure vient compléter les actions de l'ONG Co-Africa Bastia dans le développement de l'éducation au Bénin. Build School and Co-Africa Bastia est là pour pouvoir réduire le taux des enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'éducation dans tout le monde entier. Our children belongs to the classrooms and not roaming on the street. They need to be educated. Nos enfants ont besoin d'être en classe et non sur les voies. Ils ont besoin de l'éducation. Proper education can only take place when we have good infrastructure for learning and for teaching. Une bonne éducation peut avoir place si nous avons des bâtiments, des joyaux qui peuvent équiper les enfants pour pouvoir apprendre. L'occasion a été pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude à l'endroit des autorités à divers niveaux tout en évoquant d'autres besoins. Je suis très heureuse parce que les cours doivent être encore plus agréables. Comme l'année prochaine, il y a des candidats, on doit dire que les cours doivent être plus agréables pour que l'année prochaine, on puisse donner un très bon pourcentage pour le résultat du BPC. Le Bénin tout entier vous remercie. Je souhaiterais, Monsieur le Président, par votre magnanimité, par votre dévouement, parce que vous êtes toujours avec le Christ, je voudrais vous demander de nous donner les tables et bancs dans ces bâtiments-là. Le représentant du ministère de l'Enseignement secondaire exhorte les récipiendaires à bien exploiter ce nouveau joyau. Je voudrais inviter les élèves, les responsables pédagogiques et administratifs des établissements bénéficiaires des infrastructures de l'ONG Co-Africa Bastia à faire un bon usage de ces infrastructures en veillant à leurs entretiens réguliers. Quant aux parents d'élèves, je les invite
à prendre pleinement conscience de leur part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants à côté de l'État béninois. Parlons à présent de cette activité digitale, le blogging. C'est une forme de communication qui part d'un éditeur pour atteindre une cible d'internautes à travers une page ou un site web. À l'occasion de la Journée mondiale du blogging célébrée chaque 31 août, nous nous sommes rapprochés de quelques blogueurs qui exposent les objectifs du blogging. Modeste Dosutogbe et Melvin Achabi pour le point. Mon blog parle des talents du Bénin et de l'Afrique en général. Je promeux les talents, je leur permets de trouver des partenariats, des entrepreneurs. Ils sont nombreux à utiliser ce canal de communication pour s'exprimer, partager ou encore transmettre une information. Pour quelques blogueurs, le blog fait partie des nouveaux médias sociaux. Le blog, c'est un type de site web sur lequel on publie des articles personnels ou professionnels pour sensibiliser et informer des internautes. Un blog, c'est un peu comme un carnet de bord que vous tenez, mais ce n'est pas un carnet papier. C'est un carnet en ligne où vous partagez votre quotidien, vos expériences, des histoires ou tout ce qui peut être contenu destiné à être créé, à impacter votre communauté. C'est un journal intime en ligne dans lequel on partage des contenus avec les lecteurs, dans lequel nous partageons quand même avec les lecteurs des sujets parfois très sensibles, des faits de société ou peu importe, les passions, surtout la passion, il faut pouvoir parler de sa passion sur son blog. Selon les acteurs du domaine, cet outil de communication a pour but de faire passer un message selon la conviction de chaque personne. Le contenu d'un blog se réfère à la ligne éditoriale de celui qui le tient et à la visée finale de celui ou de ceux qui sont derrière ce blog-là. Et c'est celui qui détient le journal qui décide de ce qu'il va mettre comme contenu dans son journal. Du coup, on peut mettre tout ce qu'on veut sur un blog tant que c'est un sujet qui nous passionne ou c'est un sujet sur lequel on est sûr de pouvoir trouver des contenus. Le contenu d'un blog part d'abord du vécu personnel de celui qui le tient, de son contact avec le monde et des expériences qu'il tient à partager. Alors que les autres rédactions que nous avons sur le web ont d'abord comme visée l'information ou le renseignement. Le métier du blogueur se distingue du journalisme, de la rédaction web par sa spécificité rédactionnelle. Ce sont des choses qui se relient quand même. Un blogueur peut être un rédacteur web et un rédacteur web, ainsi de suite. Un journaliste aussi, seulement que le style n'est parfois pas la même chose. Par exemple, si je prends le journalisme et le blogging, c'est forcément pas la même chose. Le journaliste, il vient donner juste une information et il repart. Par contre, le blogueur, lui, il sera amené, par exemple, à attirer l'attention de sa niche, je veux dire, de sa communauté, pour écouter quand même ce qu'il dit, pour faire passer, au fait, il y a un attachement particulier qu'il a envers ce qu'il écrit et il a un style quand même pour accrocher son auditoire qui n'est forcément pas le cas du journaliste qui apporte une information et qui doit rester neutre derrière cette information-là. Donc un blog pourra se distinguer par exemple d'un site d'information. Un blog pourra par exemple se distinguer d'un dictionnaire en ligne. Un blog pourra par exemple se distinguer d'un site où on rassemble des vidéos concernant la musique ou concernant divers divertissements. Par le blogging, il est facile de se faire une notoriété qui plus tard peut constituer une source de revenus. Le premier avantage qu'on a en étant blogueur, c'est la notoriété. Impacter, sensibiliser, inciter les jeunes à changer de comportement. Parmi les avantages que le numérique nous offre, il y a la possibilité de monétiser son site web. Et c'est en passant par cette voie-là que, avec le blog, vous pouvez être comptabilisé. Et peut-être si vous avez d'autres stratégies de blogging, ça peut aussi vous rapporter de l'argent. Généralement, le meilleur moyen de monétiser un blog, c'est un peu comme de la publicité. Vous mettez en avant votre talent et si votre écriture elle est originale et créative, cette écriture attire bien entendu des personnes qui ont besoin de votre plume. Ces personnes-là vous contactent et maintenant, tout ce qui sera écrit de votre plume pourra être monétisé. C'est l'un des meilleurs moyens de monétiser un blog.
Le deuxième moyen de monétiser le blog, c'est que si vous avez acquis vous-même votre domaine et que c'est votre site internet, vous pouvez y mettre de la publicité. Donc les revenus issus de cette publicité en ligne là pour vous permettre de monétiser également le blog. Un autre moyen, c'est l'affiliation, mettre des produits en vente sur le blog ou sur votre site internet, et sur chaque vente effectuée, vous avez des commissions. Pas donc d'âge et de profil type pour être blogueur, mais il faut être cultivé et créatif. Mais comme toute personne exerçant un métier, le blogueur est aussi confronté à des difficultés telles que le piratage des données, le vol des informations. L'université d'Abomey-Calavi vit une toute nouvelle ère depuis l'interdiction des activités paramilitaires. Cette cessation d'activité est vue par plusieurs étudiants comme un soulagement. On suit le reportage que nous proposent Moucharaf Soumanou et Estelle Vituedo pour en savoir plus. Exactement 5 semaines après l'interdiction des activités paramilitaires dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, la plus grande université du Bénin offre un nouveau visage, celui caractérisé par la quiétude, le calme pacifique et l'absence des milices, autrefois semeurs de grandes terreurs. Évidemment, depuis la prise de l'arrêté ministériel, je ne sais plus les activités paramilitaires. Depuis un certain temps. Je dirais même que ça s'est complètement arrêté. Les présumés militaires, oui, ils ont disparu et les étudiants se voient en sécurité maintenant, parce qu'avant on n'était pas en sécurité. Donc comme on peut le constater, souvent c'est sur ce terrain, ils font souvent le désordre. Et quand ils commencent souvent, on a tendance à quitter le terrain et à rentrer. Mais depuis l'arrêté ministériel, on a constaté que le terrain est calme. On vient, on joue calmement et on repart. Bon, si j'ai une bonne mémoire, quelque chose s'est passé, c'est avec un ami à moi. C'était en B1000 là. Et l'ami avait son écouteur. Et notre bureau BU était venu nous passer une information. Mais le gars, celui qui se croit comme militaire là, a dit d'enlever son écouteur. Mais il était en conversation avec sa maman. Donc il dit, bon, si de passer l'information, il lui serait au courant après. Et le gars est venu là dire comment que lui va parler et il va parler, il est qui. Vous voyez un peu. Donc la bagarre a commencé. La suspension est venue neutraliser tout cela. Ces gens-là se croient comme des vrais militaires. Vous voyez. Et ils nous traitent comme des cons, si je peux m'exprimer ainsi. Et depuis la prise de l'arrêté sur le paramilitaire, les activités ont cessé. Et on n'en voit plus sur le campus. Sur la question, Augustin Sodjino, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, affirmait sur nos antennes dans l'émission Dimanche c'est politique du 24 juillet 2022 que cette décision du ministre de l'Intérieur est tout à fait légale et logique. Selon lui, il faut amener les étudiants à s'imprégner des bonnes valeurs pacifiques pour l'obtention de toute revendication et le bien-être de tous. Je crois que le ministère de l'Intérieur est dans ses rôles de la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national et principalement sur le campus d'Abomey-Calavi, où nous devons enseigner les valeurs à nos étudiants. Parce que quand ils quittent l'université et ils rentrent dans la vie active, ils puissent avoir des comportements dignes de bons citoyens. Les gouvernants d'alors, au moment où ces pratiques ont commencé, n'avaient pas une politique de sécurité du campus et des personnes et des biens sur le campus. Aujourd'hui, souffrez que les responsables de la nation y pensent. Le monde ne s'arrête pas à l'université. Mais c'est ce qui vient après l'université qui est important. Lorsque vous laissez les jeunes sur le campus, pensez que voilà comment on réussit. C'est la brutalité. Ce n'est plus le travail bien fait. Ce n'est plus l'excellence. C'est la brutalité. C'est les affaires. C'est les combines. Quand ils viennent dans la vie active, c'est la même chose qui continue. C'est la corruption. C'est le dégringolade des valeurs. Donc, il faut, d'une main dure, commencer déjà par recaler les choses pour que ça vienne. L'intention au départ pour mettre ces organisations estudiantines sur pied était noble. Pourquoi les étudiants, en tant que grands garçons, en tant que jeunes, la relève, ne pouvaient pas assumer leurs responsabilités? Cette interdiction, qui aux yeux de certains citoyens apparaît comme étant une privation des libertés estudiantines et une restriction des droits des étudiants, fait objet de mauvaise compréhension de la part de ces derniers, selon le consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan.
L'ancien militant des organisations estudiantines pense qu'il y a au niveau de ces personnes un problème d'appropriation de la question patriotique et surtout des défis sécuritaires. Quand tout le monde peut tout dire, peut tout faire au nom de sa liberté naturelle. Mais après, il y a une liberté citoyenne, il y a une liberté communautaire, il y a le vivre ensemble qui vous oblige à un certain nombre de retenues. Et quand j'entends certains, depuis 3-4 jours, commenter, je trouve qu'il y a un gros problème d'appropriation du patriotisme et de la question même des droits de l'homme. L'université n'est pas un État dans un État. L'université ne saurait développer des aptitudes en dehors du profil sécuritaire national ou du profil global du développement. Il ne peut pas en être autrement. Il ne saurait en être autrement dans la mesure où les étudiants qui sont formés aujourd'hui sont les leaders de demain. Absolument. Donc, on ne peut pas permettre à l'élite de demain de développer des réflexes négatifs au point, au nom d'une certaine liberté. Je trouve qu'il y a un gros problème d'appropriation de la question patriotique et surtout des défis sécuritaires, surtout ceux actuels. Denis Aklassato, doyen de la FASEG, revient sur la jeunesse de ces organisations paramilitaires dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Vous savez, quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez que ça a commencé petit à petit. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y avait une organisation estudiantine, la FESI, qui semait une telle terreur. Et pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire, une bonne partie de nos compatriotes qui fréquentaient là-bas ont dû rentrer parce que l'université était fermée. Donc ils sont rentrés ici et ils ont copié la violence qui se faisait là-bas. Et ça a commencé, ils ont failli brûler le directeur de l'ENAM entre-temps dans son véhicule en incendiant le véhicule d'essence. Et c'est comme ça, ils s'organisent, ils mettent de l'essence dans des bouteilles avec des mèches et ils allument et ils jettent sur les gens. Faut-il le rappeler, cette interdiction des activités paramilitaires à l'université d'Abomey-Calavi marque l'évolution d'un long processus d'encadrement des organisations estudiantines démarré en 2016 sous le régime de la rupture. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre compte YouTube, Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android, Etele Benin tout simplement. Bon début de mois à toutes et à tous. Etele avec vous, pour vous.